Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce journal d'information. Voici les titres. La flamme olympique arrive dans 2 jours à Marseille. 1500 personnes sont attendues. Les forces de l'ordre se préparent, en particulier contre d'éventuelles menaces terroristes. Les poubelles s'amoncellent dans la cité phocéenne. Une partie des éboueurs est en grève. Leurs revendications seront-elles entendues avant l'arrivée de la flamme, quand les regards seront tournés vers Marseille? Élément de réponse dans ce journal. Votre long format vous amènera ce soir à la découverte de l'un des plus beaux villages de France, Cotignac, dans le Var. L'actualité nationale est marquée par le décès du journaliste Bernard Pivot. Le créateur de l'émission Apostrophe est mort à l'âge de 89 ans. Mais avant de développer ces titres, cette information, un adolescent de 17 ans est mort hier soir, tué par balle à Marseille. Les faits se sont déroulés dans le 13e arrondissement, dans le quartier de la Rose. Un peu avant minuit, les auteurs du tir ont pris fuite. Il pourrait s'agir du 4e narcomicide de l'année dans la cité phocéenne. L'arrivée de la flamme olympique à Marseille dans 2 jours va réunir la foule. Alors forcément, la menace terroriste est à prendre au sérieux. 6000 policiers et gendarmes sont déployés dans la région. Du jamais vu, un dispositif encore plus important que lors de la venue du pape à Marseille. Les précisions de Camille Bossard et Nicolas Chexbriand. Un dispositif inédit pour un événement inédit. Vous le voyez derrière moi, une scène géante est en train d'être mise en place sur le vieux port de Marseille où plus de 150 000 personnes sont attendues. En ce moment, 80 chiens détecteurs d'explosifs sont en train de passer au peigne fin les différents bateaux du vieux port. En fait, c'est une véritable bulle de sécurité qui est mise sur l'ensemble de Marseille, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers, avec un avion AWACS de surveillance aérienne. Il y aura aussi 3 avions Rafale en vol en permanence au-dessus de la ville, des hélicoptères et un dispositif anti-drone très robuste. Alors les services de renseignement seront sur place bien sûr pour faire un état précis des menaces. Le risque terroriste est bien sûr pris en compte. Je vous propose d'écouter le directeur interdépartemental de la police nationale. On est quand même en période de Vigipirate renforcée, donc c'est quand même une menace qui pèse sur l'événement, que l'on a parfaitement pris en compte, qui est parfaitement intégré dans notre dispositif. C'est quand même celui-là que l'on surveille particulièrement. Un dispositif préparé depuis plus d'1 an avec des renforts venus de toute la France, une horlogerie bien réglée avec des policiers conscients de la responsabilité pour laisser place avant tout à cette grande fête populaire. Ces forces de l'ordre s'entraînent au camp militaire de Carpiagne à Marseille. Policiers et gendarmes et personnels de la sécurité civile également sont engagés dans la bulle de sécurité du relais de la flamme. Ils sont formés spécifiquement pour cet événement. Jean-François Georgetti et Frédéric Renard ont assisté à une démonstration cet après-midi. Opération communication. Des journalistes venus en nombre pour assister aux derniers entraînements des effectifs de police et de gendarmerie pour assurer la sécurité autour de la flamme olympique. Parmi les démonstrations proposées, l'atteinte aux porteurs de la flamme qui se trouve au sein de la bulle de sécurité. Une 50aine de scénarios sont envisagés, du pire jusqu'au plus anodin. Et notre objectif, c'est à chaque incident, parce qu'il y en aura sur ces 450 villes traversées, ces 66 départements parcourus, il y aura des incidents. Et l'objectif, c'est à chaque incident de trouver la solution proportionnée et graduée la plus pertinente. Autre démonstration, le porteur de la flamme se blesse et tombe. Dans ce cas, la torche est éteinte, le gardien de la flamme allume sa lanterne et reprend la course jusqu'au relais suivant pour transmettre la flamme olympique. À Marseille, 151 personnes se relayeront tous les 200 mètres avec le flambeau. Notre-Dame, nous y allons. On a quasiment tous les arrondissements marseillais qui vont voir passer la flamme. Le bord de mer, le site olympique. Et bien sûr, on va finir à un endroit majestueux pour les amoureux du sport, le Vélodrome, à 2 heures d'une demi-finale de Coupe d'Europe. La bulle de sécurité de la flamme est composée notamment de 12 motards et le porteur sera encadré par 18 policiers et gendarmes. Sécurisation sur le vieux port également. Depuis ce matin, tous les bateaux de plaisanciers doivent être obligatoirement visités et inspectés par les services
de déminage. L'opération se poursuit demain. Elle est menée par les différentes brigades cynophiles de France appelées en renfort. Marielle Lacoste, Marie-Agnès Pellerin. Pour monter à bord d'un bateau, il faut d'abord montrer patte blanche. C'est des chaussons pour éviter que les chiens se blessent au niveau des pontons, pour éviter les échardes dans les coussinets et puis pour éviter également d'abîmer les bateaux, de griffer la coque. Hop. Et hop, c'est parti Doucement. Pour une fouille en règle. Allez, on cherche. Depuis ce matin, tous les clubs nautiques ouvrent leurs portes aux brigades cynophiles de déminage, une première. L'obligation, c'est de laisser le bateau ouvert, déjà, d'être présent si possible, et de laisser les bateaux qui sont ouverts, puis, et de ne pas mettre en route les moteurs. Interdiction de sortir en mer pendant 3 jours, sauf pour participer à la parade. Chaque bateau est passé au crible. 80 chiens engagés sur le dispositif avec 70 démineurs. Des unités cynophiles de la France entière, gendarmerie, police, douane, militaire et même le RAID sont à la recherche d'explosifs. Les inspections se font en 2 temps. On travaille avec les démineurs parce que nous, notre phase est une phase de détection, que ce soit dans la matière explosive ou dans la matière armes et munitions. Donc nos chiens de recherche, dans un premier temps, font un passage. S'il y a détection, on engage un deuxième chien pour ce qu'on appelle une confirmation. Et ensuite, on fera intervenir les démineurs pour une levée de doute. Si tout est clair, un identifiant est apposé. Chaque plaisancier sera fouillé s'il veut retourner sur son bateau. Même les barquettes y passent. La sécurité autour de cette arrivée de la flamme, comment vous la ressentez? Non, je la trouve très bien, proportionnée. On a été très bien informés, on a été prévenus. C'est très bien, les gens sont bienveillants, c'est tout à fait normal. Il y a quand même un enjeu qui est quand même assez important. Et vu le contexte, que les gens viennent voir s'il n'y a pas de problème, je trouve ça tout à fait logique. Le Vieux-Port sera sécurisé sur et sous l'eau. À l'instant où je vous parle, il y a également des plongeurs qui inspectent tout le fond et toutes les coques de bateaux. 3400 bateaux seront passés au peigne fin jusqu'à demain soir. Même le ferryboat y aura droit. Marseille sera-t-elle propre quand tous les yeux seront rivés sur elle dans 2 jours? Une partie des éboueurs de la ville est en grève à l'appel de la CGT depuis plusieurs jours désormais. La métropole réquisitionne les forces de l'ordre aujourd'hui. Reportage signé Laure Bourgoin et Mickaël Flores. À 2 jours des festivités olympiques, les poubelles s'amoncellent. Au-delà de l'arrivée de la flamme, le ras-le-bol des Marseillais concerne leur quotidien. Toute la ville, moi je suis infirmière à domicile, on vit dans les poubelles, il y en a 2 partout, c'est honteux. C'est de la saleté, on voit des rats, on voit de tout partout. Et puis c'est pas bon pour l'image de Marseille. La CGT a déposé un préavis de grève le 9 mars dernier. Selon elle, le mouvement prendrait de l'ampleur. Parmi les revendications, le syndicat souligne le besoin de mettre des moyens matériels à disposition de manière urgente. La métropole se plaint tout le temps qu'il y a trop de malades et que la poubelle n'est pas ramassée. Ben, s'il y a trop de malades, c'est parce que les conditions de travail sont trop difficiles, il n'y a pas d'équipement de sécurité, ils sont dans des locaux insalubres, ils n'ont pas de douche, pas de toilettes, pas de sièges dans les salles de pause, etc. Le syndicat dénonce la précarisation du personnel non permanent et des pressions de la direction. La CGT réclame aussi une équité et une harmonisation des salaires entre les différentes villes de la métropole, un point irrecevable pour celle-ci. Un jeune qui va débuter donc sur Aubagne, par exemple, va gagner exactement pareil qu'un jeune qui va débuter sur Marseille. C'est sûr, si on compare un ancien de la même ville à un nouveau de Marseille, c'est différent. C'est des accords qui ont été actés en 2016, donc c'est signé, on ne pourra pas revenir en arrière. La métropole a sollicité la présence de forces de police à l'entrée des centres de tri afin que les collectes puissent être assurées. Selon elle, le ramassage a repris à 70%. Elle affirme que Marseille sera prête pour l'arrivée de la flamme. Autre interrogation, toujours à l'approche de l'arrivée de la flamme du côté du Var cette fois. Y aura-t-il des bus de la métropole toulonnaise? Rien n'est moins sûr. L'UNSA et la CFDT ont déposé un préavis de grève pour ce vendredi. Ils dénoncent notamment des mauvaises conditions de travail et la rupture du dialogue social avec le délégataire RATP désigné il y a 1 an par la métropole. 16, c'est le nombre d'éclaireurs actuellement à bord du Belém. Des jeunes de 17 à 25 ans sélectionnés pour transporter la flamme olympique. Ils viennent des 4 coins de la France, parmi eux une Varoise et 2 Marseillais, dont Wari Belkouane. Il a grandi dans le 13e arrondissement de Marseille à La Rose et vit ce voyage comme un moment suspendu. Je vous propose de l'écouter. J'ai appris beaucoup de choses et surtout, j'ai bien aimé parce que je me suis retrouvée seule et souvent sur Terre, avec les téléphones, les écrans, les gens autour de nous, on n'arrive jamais à se retrouver seul. Bien se préparer mentalement au retour parce que souvent ils nous disent que le retour sur Terre,
ça peut faire très très mal. La semaine d'avant, j'aurais ramené la flamme olympique à Marseille, je serais acclamé en star. Et la semaine d'après, je serai au travail en train de vivre ma vie de Marseillais. Je sais pas, je préfère même pas y penser et rester encore sur le bateau, profiter des derniers moments. Flamme olympique toujours, direction les Alpes de Haute-Provence qui va aussi accueillir la flamme. Dernier préparatif à Digne-les-Bains pour les porteurs et les équipes techniques. Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Sandra n'est pas la plus connue des sportives, mais depuis 30 ans, elle œuvre pour promouvoir l'escalade. Être sélectionnée pour porter la flamme dans sa ville natale, elle ne s'y attendait pas. Je ne me sentais pas forcément à ma place parce que justement, je n'étais pas une célébrité. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais en fait, tu as fait des choses à ta hauteur, à toi, et qui ont l'importance pour ce que tu as fait pour les territoires, les enfants, les clubs, les associations, l'escalade en général. Les sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, j'écoute. Même satisfaction pour Monia, sapeur-pompier volontaire et professionnel. Être choisi pour représenter son corps de métier, une fierté. On se sent tous concernés par cette activité physique et cette volonté d'être derrière nos athlètes. C'est représenter le sport à travers des valeurs telles que la paix, le dépassement de soi, qui rapprochent aussi notre métier de sapeur-pompier. Plus surprenant peut-être, les jardiniers de la ville participent à leur manière à l'arrivée de la flamme olympique. Atelier peinture pour finaliser ces silhouettes de sportifs qui embelliront Digne. Il y a une certaine fierté quand même d'avoir cette flamme olympique. On la voit régulièrement dans les autres pays. Pour une fois que c'est sur la France, c'est très bien qu'elle passe à Digne. Dans le même temps, 14 000 fleurs devraient être plantées pour durer jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Un honneur pour l'équipe des jardiniers municipaux. On a l'impression de participer à quelque chose d'intéressant, de bien. Qui sortent un peu de l'ordinaire ? Tout à fait. Se parer de ses plus belles couleurs, presque une obligation pour les Alpes de Haute-Provence. La flamme brillera pour la première fois dans le département. Économie désormais, notre région attire particulièrement les investisseurs étrangers. C'est le résultat des dernières données parues ce matin par Provence Promotion, une agence qui associe métropole et chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille. Bonsoir Jean-Luc Chauvin. Bonsoir. Vous êtes le président à la fois de cette agence et de la CCI, donc Aix-Marseille-Provence. Merci d'être avec nous. Avant de parler de tout cela avec vous, on voit vos chiffres de ce matin avec vous, Luce Beliaeff. Alors, il faut savoir qu'en 2023, Provence Promotion a aidé 71 entreprises à concrétiser des projets d'investissement dans les Bouches-du-Rhône, avec à la clé 1924 emplois créés et pérennisés. Les secteurs clés de ce territoire, c'est d'abord l'économie numérique, mais aussi l'économie industriello-portuaire. Et ce qui est marquant, c'est la proportion des projets étrangers, 55%. C'est 39 projets sur les 71 et c'est en augmentation de 11%. Alors, on peut citer par exemple la start-up belge Decarbonase qui est spécialisée dans les stratégies de décarbonation, ou encore l'entreprise japonaise Sumitomo qui est leader international dans les matières premières de l'industrie automobile et qui va construire une usine de production à Saint-Martin-de-Crau. Et justement, à l'échelle nationale, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui se démarque. Oui, notamment en termes d'investissements étrangers. Alors la France attire, mais on voit qu'au niveau national, les investissements étrangers sont en légère baisse de 5%, alors même que dans les Bouches-du-Rhône, ils sont en augmentation. Et on voit que la métropole Aix-Marseille est en 3e position derrière Lyon et Toulouse en termes d'investissements étrangers. Enfin, ce dernier chiffre, 77% des projets sont des créations d'entreprises. C'est un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale de 36%. Jean-Luc Chauvin, bonsoir. Alors on l'a vu, 55% des projets que vous avez aidés avec Provence Promotion sont des projets étrangers. Comment expliquer cet engouement pour le territoire ? Écoutez, c'est à peu près simple. C'est la concrétisation d'une stratégie qui reconnaît l'internationalisation de notre territoire. Le fait que ce territoire est un territoire, une ville-monde, un territoire-monde qui attire, qui permet de rayonner bien sûr ici chez nous, mais aussi sur toute la Méditerranée et au-delà, en Afrique et ailleurs. Et donc c'est notre positionnement et notre histoire de ce territoire qui est finalement reconnu par les investisseurs internationaux, avec en complément nos grandes infrastructures, et vous l'avez dit,
les infrastructures industrielles ou portuaires qui font qu'ici, on a des infrastructures pour accueillir, pour mettre en œuvre des entreprises industrielles et pour aider la décarbonation de l'industrie de ce territoire pour améliorer encore mieux notre qualité de vie. Et justement, est-ce qu'elles sont suffisantes, ces infrastructures, ces transports, la région, est-ce qu'elle est suffisante pour attirer tous ces investisseurs étrangers? Alors, du point de vue économique, est-ce qu'elles sont suffisantes? Oui, mais il faut en permanence les améliorer, notamment avec la création de nouvelles lignes aériennes à l'international pour permettre de se déplacer, notamment aussi avec un projet important pour nous, qui est le corridor Méditerranée Ronson-Rhin, qui permet de connecter par le fleuve, donc par un moyen de transport décarboné, notre port avec le nord de l'Europe et avec les ports du nord de l'Europe. Donc oui, il y a des efforts encore à faire, il y a encore des nouvelles infrastructures à créer, et puis il y a tout ce qui est autour des infrastructures propres à la décarbonation, c'est-à-dire la fourniture d'énergie décarbonée, essentiellement l'électricité aujourd'hui pour produire demain peut-être de l'hydrogène, mais pour transformer, et pour faire en sorte qu'on améliore ce qui était un des enjeux de la France, un des engagements, qu'on diminue fortement l'impact, la production en fait quelque part, et l'impact de l'industrie sur notre territoire, qui est la deuxième zone industrielle française après Dunkerque en matière de production, notamment de CO2. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité? Quels sont les principaux secteurs d'activité qui attirent les investisseurs étrangers? Les secteurs d'activité qui attirent les investisseurs étrangers, on l'a vu avec votre présentation, c'est le numérique, bien sûr, c'est les secteurs industriels-portuaires, et c'est tout ce qui est autour de la décarbonation, quelque part. Ce sont ces sujets essentiellement qui sont en avant. Ça correspond à une stratégie de Provence Promotion, stratégie qui va autour justement de la décarbonation, de la souveraineté industrielle, puisqu'on a de quoi du coup, si on a de l'énergie décarbonée, à attirer de nouvelles entreprises, tout en conservant, en améliorant encore notre qualité de vie sur ce territoire. Ce sont bien les chiffres de l'agence. Est-ce que c'est révélateur? Est-ce que ça veut dire qu'on a quand même des métiers d'avenir et que le territoire attire de manière générale? Oui, ce sont les chiffres de l'agence donc sur notre territoire des Bouches-du-Rhône. Oui, c'est révélateur d'une avance, vous avez vu, avec les métropoles qui sont citées. On est parmi les métropoles de pointe dans des sujets notamment comme la décarbonation, où peu de monde aujourd'hui peut intervenir. Et oui, c'est un sujet d'avenir, parce que si on réussit à amener l'énergie électrique décarbonée, et donc tous les sujets qui sont en cours sur le territoire vont dans ce sens-là, ça permettra de créer durablement des emplois et un développement économique pour notre territoire pour les 30, 40, 50 prochaines années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un emploi industriel, ça correspond à 3 emplois dans l'économie du territoire. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il faut juste maintenant qu'on soit capable d'aller tous ensemble chercher cette énergie décarbonée pour faire de notre territoire ce hub. Merci beaucoup, une très bonne nouvelle, on l'a compris. Merci d'avoir été l'invité Jean-Luc Chauvin de ce journal. Merci à vous. Dans le Var, des jeunes travailleurs handicapés se retrouvent dans un conflit de chantier. Leur foyer d'accueil au Pradet va être détruit. Leur futur foyer ailleurs n'est pas encore construit. Alors en attendant, on leur propose d'aller vivre à Toulon, des va-et-vient qui bouleversent leur quotidien et celui de leurs parents. Romain Fiorucci et Nicolas Carme. Ces jeunes travailleurs handicapés sont inquiets. Ils pourraient bien déménager 2 fois en quelques mois. Partir du Pradet, aller à Toulon pour aller après ailleurs. En cause, le chantier de leur futur foyer d'accueil situé à Hyères, près de leur lieu de travail, a pris 8 mois de retard. Et leur foyer actuel, lui, va être détruit, remplacé par une résidence pour handicapés seniors. Bref, un no man's land locatif. L'organisme gestionnaire des foyers leur propose une solution, emménager temporairement dans des logements à Toulon, à l'opposé et beaucoup plus loin. Par rapport au Pradet, on mettrait 1h30 pour venir travailler tous les matins. Alors déjà qu'on se lève à 5h, il y en a, ils m'ont dit est-ce qu'on va se lever à 4h, à 3h. Ça va faire beaucoup de sommeil en retard. Et on est quand même un public handicapé. Donc il n'y a pas de clim dans les chambres sont beaucoup trop petites. Pour les parents de ces jeunes travailleurs, les craintes sont grandes aussi. Ce déménagement transitoire pourrait perturber la vie de leur enfant. L'endroit, ils ne le connaissent pas du tout. Et ils ne connaissent pas non plus le chemin pour aller jusqu'à la gare. Donc toutes ces choses-là, ça va devoir être inculqué très rapidement pour des gens qui ne sont pas du tout habitués à des changements brusques de vie. La direction de l'organisme gestionnaire tente de répondre aux inquiétudes. La taille des chambres, chaque résident pourra en avoir 2 pour mieux installer ses affaires. Les horaires de travail seront adaptés. Pour les déplacements, les résidents seront accompagnés par des éducateurs. Se repérer,
appréhender la question des transferts, des lieux de prise du bus et potentiellement du train. Donc tout ça, c'est en train d'être mis en œuvre. Et maintenant, il faut pouvoir travailler au quotidien avec nos habitants pour qu'ils puissent s'habituer et s'acculturer. Ce déménagement transitoire à Toulon n'est pas encore acté. La direction se donne encore 2 semaines pour étudier une alternative demandée par les résidents, rester dans le foyer actuel en même temps que débutent les travaux de destruction. L'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence consacre sa nouvelle exposition à Pierre Bonnard. Celui que l'on surnommait le Japonard a été influencé pendant toute sa carrière par les estampes japonaises. Une exposition exceptionnelle composée d'œuvres inédites. Pauline Guigou et Christian Mathieu. D'abord, il les collectionna, puis il s'en inspira. Dans les formes, les couleurs et même les thèmes, Pierre Bonnard a été influencé par les estampes japonaises toute sa vie. Mais le déclic, c'est en 1890, lorsqu'il visite une exposition sur la gravure japonaise. Et là, il va y avoir un changement radical finalement dans la peinture, puisque va s'arrêter finalement ce mouvement, l'impressionnisme, avec ces artistes qui vont former un groupe que l'on appelle les Nabis. Et parmi ce groupe d'artistes, il y en a un qui est un peu plus japonais que les autres, c'est Pierre Bonnard, d'où son surnom, le Nabi japonard. D'un côté, l'écume de la vague d'Okusai, de l'autre, la mousse de cette coupe de champagne. Très tôt, Pierre Bonnard s'affranchit des codes impressionnistes et des perspectives sans fin. Comme dans l'art japonais, il privilégie les couleurs vives et le mouvement. J'étais impatiente de mieux comprendre encore comment Bonnard a rendu à l'image sa liberté, sa réalité. Tout est fait pour que se composent les couleurs, les formes, en rompant avec la perspective traditionnelle. Dans les années 20, l'artiste s'installe au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Il observera longtemps l'amandier dans son jardin. Les Japonais aussi aimaient représenter les 4 saisons. Donc le thème que l'on appelle Hanami, Hana qui signifie fleur, mi voir, donc c'est voir les fleurs. Pierre Bonnard aimait cet arbre, l'amandier, dont les fleurs s'éclosent en hiver, comme une renaissance en soi finalement. Mort à 80 ans, Pierre Bonnard n'a jamais visité le Japon, mais il restera le plus japonais des peintres français. Votre vue d'ici vous amène ce soir à la découverte de Cotignac, un village du Var labellisé plus beau village de France. Visite signée Lucie Nutin et Michael Flores. Nous sommes à Cotignac, un village d'environ 2200 habitants niché au cœur du Var. En 2022, Cotignac a reçu le label Plus beau village de France. Et vous allez comprendre pourquoi à travers notre visite. Bonne journée. Allez, bonne journée. Allez, messieurs, dames, la pâte de coin de Cotignac. On n'hésite pas. On vous fait goûter? Ah, was good. Very good. On a 3 mètres, donc 9 €. Merci, c'est tout bon. Hop. Bonjour Mathieu. Et bonjour. Vous êtes le placier du marché de Cotignac. C'est bien ça, voilà. Je suis passé depuis 5 ans, donc là je suis sur ma tournée de la semaine. J'encaisse les forains pour la redevance de l'occupation publique. Ok, alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce marché? Alors sur ce marché on trouve un peu de tout, surtout des producteurs locaux, donc de Cotignac et d'ailleurs. On a aussi des artisans, des créateurs. Normalement chacun peut trouver son bonheur. Et les clients sont des habitants du village ou j'ai entendu parler anglais un peu, ça vient En période estivale, c'est beaucoup d'étrangers. Il y a pas mal de Belges et de Hollandais. On est sur la route en fait du Verdon, donc on a le surnom de Mini Saint-Tropez du Haut-Var. Ah, pourquoi Mini Saint-Tropez? Alors parce qu'à l'époque, il y avait l'hôtel Loucalin qui est très connu. C'est à l'époque où Jodassin s'est marié sur Cotignac à cet hôtel. Et c'était réputé pour les stars notamment à l'époque. Ben merci beaucoup Mathieu, bonne merci continuation. Merci à vous et bonne visite de Cotignac. Merci. Bonjour Didier. Bonjour Lucie. Vous êtes agent de mairie à Cotignac et vous êtes notamment le guide du Rocher qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais d'abord, parlez-nous de cette place. Oui, avec plaisir. Bien, écoutez, vous êtes sur la place du village, de la place de la mairie à Cotignac. Vous avez le bâtiment de la mairie devant vous, qui était un ancien moulin transformé. On parle d'une époque assez ancienne, médiévale. Ici, vous avez le campanile.
qui était un peu l'âme de tous les villages, un peu, pas qu'en Provence, en France aussi. Et Cotignac se distingue aussi par ses boutiques et ses artisans? Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal d'artisanat d'art, des céramistes. Il y en a ici, il y en a un petit peu plus haut dans le village et dans la rue, la grande rue que vous avez dû prendre. Il y a de l'artisanat en tout genre. Et puis aussi, il y a pas mal de salles d'exposition. C'est aussi un village sanctuaire, un lieu de pèlerinage? Tout à fait. Alors ici, c'est une particularité de ce village, c'est que toute la Sainte Famille est apparue. Bon, pas au même endroit, au même moment, mais Marie avec son fils au sanctuaire, qui a été érigé à sa demande, et Joseph, là où il est apparu, pour faire découvrir un berger de l'eau. Voilà. Donc effectivement, pour la Saint-Joseph ou pour la fête de Marie, il y a énormément de pèlerins qui viennent. Alors Didier, on va prendre la petite ruelle qui est derrière nous pour rejoindre le rocher. Tout à fait. Voilà, soyez les bienvenus à la visite du rocher. L'habitat ici, c'était de l'habitat défensif. On se voit encore des vestiges ancrés assez en hauteur de cavernes qui étaient utilisées pour du guet, de la surveillance. À l'époque du Moyen-Âge? À l'époque du Moyen-Âge, oui. On est à la fin du Haut Moyen-Âge, quand les gens s'installent, voilà. Mais il y en avait certaines qui étaient occupées juste pour des dépendances. Des grandes cavernes au sol, des fois agrandies aussi, parce que c'est une roche qui travaille bien, le tuf, c'est du calcaire. C'est un rocher que la ville fait visiter maintenant. Ça demande un entretien particulier? Ah oui, c'est parce qu'il y a des commissions de sécurité. Il faut que le rocher soit contrôlé, donc très régulièrement. Le rocher est répertorié en tranches. Donc ce sont des sociétés spécialisées qui viennent et qui font ce travail-là de surveillance. Les gens repartent toujours avec une bonne impression, je pense. Et puis surtout, le panorama s'y prête, c'est plutôt sympa. Et puis on n'a pas tous les jours l'occasion de rentrer dans un rocher comme ça, de manière assez agréable. Ainsi s'achève notre visite de Cotignac. Merci de votre attention. Moi, je vais rester là pour profiter encore un petit peu de la vue. À bientôt. Voilà pour l'information régionale. Restez avec nous pour l'information en France et dans le monde. Belle soirée.